Bonjour, je suis Lisa Azuelos et bienvenue dans mon podcast Parole, Parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des films. J'ai notamment réalisé Comme tu es belle, LOL, Mon bébé ou encore Dalida, qui a sensiblement inspiré le nom de ce podcast, Parole, Parole. Un podcast dont le but est, comme dans mes films, de donner matière à se réparer, à s'aimer, en parlant des petites choses personnelles qui font l'universel. Échanger, apprendre les uns des autres pour mieux se comprendre et se réaliser pleinement. Je sais de quoi je parle, je suis réalisatrice. Ici, je vous propose des échanges libres et sans retenue avec des invités très différents, parfois des amis, parfois non, parfois célèbres, parfois non. On y parle d'intimité, de vérité, d'authenticité, et évidemment tout ça avec un peu d'humour. C'est ma marque de fabrique. Ce podcast est le premier podcast que je fais pendant mon tournage de LOL numéro 2. J'ai la chance de temps en temps d'avoir un peu de temps libre et je vais faire mon maximum pour ne pas laisser tomber le podcast parce que je dois avouer que j'adore tourner des films, mais le podcast m'a beaucoup manqué. Alors je ne sais pas si c'est Anton avec qui je travaille qui m'a beaucoup manqué. Je vous souhaite d'écouter ce premier podcast pendant le tournage de LOL et il y en aura d'autres et vous serez avec moi sur le tournage au maximum. Bonne écoute! Tu me dis quand on y va ? Eh ben on y va quand tu veux. Ah bah c'était déjà parti. Ouais. C'est parti avant que j'arrive. Je crois que c'est un peu ça le concept de la vie. Et après on prend toute sa vie pour essayer d'arriver là où en fait on était déjà là, quoi. C'est drôle, j'avais cette conversation avec une actrice sur le film, mais je dirais pas qui. Et oui, parce qu'aujourd'hui, quand même, je peux dire, j'ai terminé la première semaine du tournage de LOL. Deuxième opus, je vais pas dire LOL 2, je vais dire LOL deuxième opus. C'est toujours la même famille, mais on traite d'enfants différents, on traite de sujets différents, on traite de sujets de 2025. LOL, c'était en 2008. C'est quand même passé pas mal de trucs entre 2008 et 2025. Et j'aime bien faire un deuxième film pour montrer un peu tout ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Bon, et il s'est passé plein de choses aussi pour moi, sauf qu'évidemment, moi, je ne m'en rends pas compte, parce qu'on se voit grossir, mais pas vieillir, je trouve. Je suis plus la même personne, c'est pas les mêmes enfants, mais c'est la même famille, et c'est super intéressant de faire un deuxième film qui n'est pas vraiment une suite, mais qui est complètement la suite. Et puis justement, je parlais hier, et je disais, c'est fou, la vie, on passe son temps à vouloir se battre dans la vie, se battre pour réussir, se battre pour ceci, se battre pour cela. Alors que la seule chose à accepter, c'est d'être là et de laisser la vie faire ce qu'elle a décidé pour toi. Quelque part, ça a l'air très très simple ce que je dis, mais c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Et quand je dis c'est parti avant que je sois arrivée, ça m'a vraiment rappelé cette conversation, puisque on a vraiment tendance à vouloir forcer la vie à faire des choses alors que la vie presque nous a forcés à arriver ici. Bon, si on est ici, c'est aussi probablement qu'on l'a voulu. Mais il y a un truc où tu peux glisser. Et moi, en fait, sur ce deuxième opus, c'est vraiment très émouvant parce que je retrouve Françoise Fabian. Et j'ai dit dans un autre podcast avec Laurent Ruquier que ma mère avait confié à Laurent Ruquier qu'elle avait été un petit peu triste que je lui ai pas confié le rôle de la maman dans LOL. Et souvent, elle m'a dit, oui, moi, j'aime pas du tout LOL comme film. Et j'avais pas compris que c'était aussi parce qu'elle était jalouse qu'elle avait pas été la maman, quoi. En fait, elle est morte, c'est un secret pour personne. Et Françoise Fabian, elle est vivante. Et je me suis dit, j'ai bien fait parce que, en fait, grâce à ça, je peux avoir encore une maman de cinéma. Sophie Marceau aussi, elle a perdu sa maman et on retrouve une maman alors qu'on n'est plus en contact avec nos mamans, et elle et moi. Et c'est super émouvant parce que c'est vrai que quand on perd nos parents, en fait, on n'est plus forcément en lien pendant un petit bout de temps avec des gens de l'âge de nos parents, parce que moi, c'est vrai que malheureusement, quand mes parents sont morts, j'ai plus de contact avec tous les autres membres de ma famille qui avaient à peu près le même âge. Et du jour au lendemain, j'ai perdu contact avec cette génération on va dire les 80-100,
qui est une génération qu'on voit parce que c'est nos parents, mais quand ils sont plus là, on les voit pas forcément. Et je regrette parce que c'est un tel trésor. Quand j'ai été choisir les vêtements avec Françoise Fabian, elle nous a ouvert sa garde-robe parce qu'on l'habille beaucoup avec ses propres vêtements. Et il y avait toutes ces marques, tous ces anciens Saint-Laurent ou Chanel, mais d'une époque où ça voulait dire autre chose qu'aujourd'hui. Et j'ai senti que sur elle, c'était tellement chic, et à notre époque, c'est presque trop marketé, quoi. Et il y a cette merveille de la classe d'antan que j'avais oubliée, puisque c'est vrai que je suis plus trop en rapport avec cette classe-là depuis un petit bout de temps. Et ça m'a fait un bien fou d'être avec cette femme qui est si classe, si belle, si intelligente, si drôle, qui nous a raconté ses histoires d'amour, ses histoires par rapport à son papa. Elle a confié à Léa Salamé que elle avait, alors que c'était pas du tout à la mode, aidé son papa à mourir, qui lui avait demandé, en fait, puisqu'il était devenu paralysé. C'est pas un secret, comme elle l'a confié à Léa Salamé, je peux en parler. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal avec ces histoires d'euthanasie, et j'ai beaucoup de mal aussi avec le fait d'être forcé à vivre quand t'as plus envie. Ça me rappelle j'avais plus le droit, quand on m'a forcé à rester mariée, alors que je voulais plus être mariée. Et à l'époque où je voulais divorcer, la loi n'était pas passée. La loi est passée en 2005. Avant 2005, en fait, une femme pouvait pas divorcer. Si elle avait envie de divorcer, il fallait prouver une faute. Donc c'était adultère ou manquement aux devoirs conjugaux, argent ou sexuels, enfin bon. Mais c'était forcément une faute. Et je me dis, là, c'est fou parce qu'on part dans l'autre sens complètement avec cette loi. J'ai un peu envie d'en parler quand même, parce que je vois beaucoup de gens qui se dressent contre cette loi, et je peux comprendre, parce que moi, je suis déjà assez rebellée contre le fait de planifier son accouchement. Pour moi, je disais, ça me paraît fou de planifier son accouchement. C'est comme si on disait, bah, écoute, ça m'arrange de mourir le 25 janvier 2039, on va planifier ça pour ça. Ça me fait un peu le même effet avec la naissance, parce qu'en fait, la vie et la mort, c'est pas entre nos mains. Et depuis que la science a évolué, ben, c'est un peu entre nos mains, et la naissance et la mort. Mais je pense qu'il y a une partie qui doit continuer quand même à nous échapper, parce que sinon, on n'est pas aligné avec ce qui doit être. Et j'en reviens à c'est arrivé avant que j'arrive, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un temps qui est le temps humain, le temps qui est le nôtre. Et ce temps-là, on a tendance à pas le respecter plus la science augmente. Alors c'est vrai que moi, si je devais avoir un accident et que grâce à la science, on me sauve et que j'ai 20 ans de plus, je serais très heureuse. Mais je trouve qu'en fin de vie, il y a une espèce d'acharnement, un peu, peut-être pour pouvoir vendre des médicaments, pour pouvoir, je sais pas pourquoi, j'ai même pas envie de réfléchir à ça parce que c'est trop douloureux, mais il y a un acharnement d'un côté, et en même temps, là, il y a tout à coup un emballement. Ah bon, bah, ils servent plus à rien, les vieux, on va les tuer. Je sais pas où me situer là-dedans, voilà, je pose la question. S'il y a des gens qui ont envie de témoigner aussi par rapport à ça, ça m'intéresserait d'avoir des avis de gens. Je sais que ma mère avait choisi de pouvoir partir quand elle le décidait, c'est ce qu'on a fait pour elle. Mon père, il y a eu clairement un acharnement un peu thérapeutique à la fin, et j'ai trouvé ça moche. Donc je sais pas, voilà, s'il y a des gens que ça intéresse de témoigner là-dessus, ça m'intéresserait de recevoir leur témoignage, parce qu'il y a cette loi qui va être votée, et j'ai l'impression qu'on envoie sur un toboggan de l'Aqua Boulevard des vieux qui servent plus à rien, avec des espèces de médicaments trop forts, à un moment où ça va arranger les uns et les autres, un peu comme quand on provoque des accouchements parce qu'on est censé naître au mois d'août et que ça arrange pas le médecin parce qu'il a planifié ses vacances, quoi. Voilà, donc voilà, je veux bien avoir vos témoignages, c'est un grand sujet. Alors pour revenir à LOL, je sais pas comment j'en suis arrivée là, mais bon, c'est pas grave, c'est le cerveau TDAH, bonjour. Alors, j'ai senti dans cette procréation, parce que c'est un deuxième enfant en fait, et j'ai eu la révélation à un moment, justement, sur LOL. Je suis passée par plusieurs étapes où, dans un premier temps, j'ai écrit avec les mêmes participants, les mêmes acteurs que LOL. Je suis très proche de Jérémy Capone, que j'adore, donc je voulais faire un film avec les mêmes acteurs, et puis Christa Terré a dit non. Du coup, j'ai dû revoir ma copie, j'ai réussi quand même à monter le film autrement, je parle d'autres enfants, mais malgré tout, ce deuxième film, ça m'a fait l'effet un peu comme un deuxième enfant, c'est-à-dire que il y a cette espèce de culpabilité à me dire je trahis le premier film, je trahis ses premiers enfants, je trahis ses premiers acteurs, je trahis
toute cette partie-là. Et du coup, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à il y a 3 semaines, j'étais pas très à l'aise avec ce concept. Je me disais, j'utilise un truc qui a marché pour faire un autre truc. Est-ce que je le fais pour raison commerciale ou est-ce que je le fais parce que j'ai vraiment envie? Est-ce que ce que je raconte est vraiment intéressant? Est-ce que ce sera mieux que le premier? Est-ce que voilà. Et en fait, j'ai repris tous les codes qu'on prend pour soi, c'est-à-dire le juge intérieur, le doute, se comparer, etc., mais sur un film, sur un mouvement créatif. Et je me suis dit, c'est fou, j'ai réussi à me débarrasser de ça presque au niveau personnel. Et là, comme c'est c'est vrai que c'est un volume 2, j'utilise le même titre, LOL, et c'est la même famille, on est dans la même maison, on tourne avec les mêmes actrices, encore une fois, sauf Christa Terret. Mais j'avais du mal à justifier ça. Et du coup, je me mettais des bâtons dans mes roues. Je mettais le juge. De toute façon, ce que tu fais, c'est nul. Je suis redevenue comme une petite enfant qui se jugeait. Et moi, qui donne plein de conseils de vie à tout le monde, en podcast, dans la vraie vie, etc. En fait, là, je me suis retrouvée à recevoir ces conseils, notamment des jeunes comédiens qui m'ont dit « Mais tu te rends pas compte, Lisa, comme c'est frais, comme ça parle de plein de choses dont nous, on a envie de parler, qu'on voit jamais au cinéma. Tu te rends pas compte de ton regard, de la tendresse de ton regard. » Même Sophie Marceau m'a dit qu'elle adorait ce scénario, qu'elle le trouvait plus profond, plus accompli. Et c'est vrai que c'est le fruit de tout mon travail personnel, mon travail sur moi, mon travail aussi avec les autres, mon travail de ne rien faire. C'est le fruit de ce travail-là que je mets en route, mais tout à coup, je me suis dit, et je l'ai dit pendant les essais caméra, j'ai l'impression de faire un deuxième enfant et que je suis plus trop sûre alors que je vais bientôt accoucher. Et je me rappelle que j'ai eu cette sensation avant d'avoir mon deuxième enfant. Mon fils, si tu m'écoutes, je suis très heureuse que tu sois en vie. Mais j'avais une fille, donc Carmen, et j'étais très heureuse dans cette relation one-to-one, un seul enfant. C'est plutôt facile à gérer quand t'es 2 parents. Au pire, si tu divorces, tu restes en one-to-one. Tu te dis, c'est pas tant que ça à gérer. Et puis quand je suis tombée enceinte du deuxième, je me suis dit, mais je ne vais jamais réussir à l'aimer autant. Pourquoi j'ai fait un deuxième enfant? Je trahis mon premier enfant. Pourquoi je me suis mis ça comme challenge? Mais c'est débile de faire 2 enfants, c'est beaucoup trop. Déjà, je m'en sors pas. Les nounous, le soir, le travail, l'organisation. Et là, il y a le petit moulin dans la tête qui revient et qui revient. Et je me suis rendu compte que j'ai beau avoir beaucoup augmenté mon niveau de sagesse, de travail sur moi, etc., à la moindre occasion, ça revient. Et c'est assez, comment on dit, apporteur d'humilité, je sais pas comment on dit, le contraire d'humiliant, déshumiliant. C'est de se dire, j'en suis encore là, tiens, je suis encore retombée, et c'est OK. Ce qui change aujourd'hui, c'est que je me dis, et c'est OK. Avant, je me dis, je suis vraiment conne, je suis retombée dans les mêmes travers et tout ça. Je dis, je suis encore retombée là où je croyais pas que j'allais retomber, à me comparer, à me moquer de moi, à me dire du mal, à me dire, ma pauvre fille, qu'est-ce que tu crois? Enfin, tous ces trucs-là. Mais cette fois-ci, j'ai reconnu mon ennemi intérieur et j'ai dit, OK, c'est comme ça que t'exprimes tes doutes. Il y a beaucoup en jeu. C'est vrai que je reçois énormément, et je vous en remercie, énormément de commentaires aussi pour me dire à quel point vous êtes content qu'il y ait une suite. Je sais que des gens vont se sentir probablement trahis parce que c'est pas tout à fait la même suite, puisque c'est pas avec les mêmes acteurs. Des gens vont être déçus, des gens vont trouver le premier mieux, des gens vont avoir leur opinion, des gens vont peut-être moins m'aimer, je sais pas. Mais en fait, c'est le risque que je suis aujourd'hui OK de prendre, parce que c'est le risque de toute création, en fait, que ce soit la suite de LOL ou pas. Dès qu'on rentre nos idées en matière, dès qu'on se met à créer et à procréer, en fait, on prend le risque de la matière, on prend le risque de rentrer dans la vie, on prend le risque d'arriver avant même que ça arrive, quoi. Et ce risque-là, c'est le risque que j'aime le plus au monde. C'est le risque qui me fait le plus douter, qui me fait le plus de mal, qui me fait probablement prendre le plus de poids. C'est celui que je gère probablement le moins bien. Mais c'est le risque que j'aime prendre parce que c'est le risque de montrer qui je suis. C'est le risque de vous faire parvenir, puisque je le fais pour moi, c'est vrai, ça me permet de gagner ma vie et d'exprimer qui je suis, mais je le fais beaucoup pour les spectateurs aussi. Je le fais pour les gens, je me fais parce que j'imagine les gens dans leur fauteuil. Est-ce qu'ils vont prendre du plaisir? Est-ce qu'ils vont apprendre quelque chose? Est-ce qu'ils vont être heureux? Est-ce qu'à la sortie de ce film, ils vont se sentir mieux qu'avant? Je le fais pour les gens qui me disent « j'ai tellement hâte, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir ». Mais en fait, je le fais pas parce que j'ai voulu le faire, mais parce que la vie de LOL, la création de LOL m'a demandé de le faire. En fait, tout à coup, il y a eu besoin d'une suite. Et avant ça, c'est pour ça que j'ai mis 15 ans, j'en avais pas besoin, et je pense que vous non plus.
Et là, tout à coup, je sens une vraie grosse demande par rapport à ça. Peut-être que je me mens, peut-être que, bon, je reçois pas tant de messages que ça, mais quand même si, j'ai jamais reçu autant de messages quand j'ai annoncé le début d'un tournage. Et c'est super encourageant. Alors, je le fais pour vous, j'espère que vous aimerez. Je vais parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Du sujet de devenir grand-mère, du sujet d'avoir les enfants qui reviennent à la maison quand on a 25 ans après de hautes études. Je vois beaucoup, beaucoup d'amis à qui ça arrive. La vie est devenue tellement chère, les loyers sont devenus tellement chers et puis les jeunes sont assez perdus. Je crois que ma fille, quasiment 100% de ses amis qui ont fait des hautes études ont arrêté le travail qu'ils avaient obtenu grâce à ces hautes études. C'est-à-dire que c'est assez incroyable le nombre de gens qui font des burn-out au bout de 2-3 ans, qui veulent plus se retrouver enfermés dans des contraintes, dans des bureaux, dans des métiers qu'ils n'aiment pas. Et ce matin encore, j'écoutais cette citation « Choisis un travail que tu aimes et tu ne travailleras jamais ». Et c'est vrai que moi, j'ai la chance d'exercer un métier que j'aime et je sens que c'est de plus en plus difficile de demander à la jeunesse aujourd'hui de faire un travail qu'il n'aime pas. Et qu'il y a beaucoup d'études qu'on fait pour ses parents parce qu'on a envie d'exprimer une gratitude parce qu'ils ont payé les études, on a envie d'être brillant, on a envie que les parents puissent dire dans les dîners un peu mondains, oui, ma fille est à HEC, mon fils réussit brillamment, Cagne, je sais pas quoi, il y a Harvard, enfin bon, bref, j'ai même pas les noms tellement c'est plus dans ma tête. Mais il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, je vois, qui font des études pour plaire à leurs parents parce que sur le CV, ça fait bien, parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir des super boulots avec ça. Et ils ont des super boulots avec ça, mais ils se rendent compte que ces super boulots ne les remplissent pas au niveau où ils veulent être remplis. Et je pense que c'est vraiment ça la caractéristique de la jeunesse aujourd'hui, et c'est de ça dont je parle dans ce LOL aussi. C'est de quoi j'ai vraiment envie que ma vie soit faite. C'est quoi les questions que je me pose à 25 ans ? C'est quoi ces questions que je me pose à 25 ans que si je me les pose pas, je vais être très malheureux à 30, à 35, à 40 ou à 50. En fait, c'est comme s'ils avaient des pré-burnout, des pré-sciences de burnout que moi j'ai fait à 50 ans et qu'ils n'ont pas envie d'aller là-dedans. Alors c'est vrai qu'il y a aussi un principe de réalité, un principe de gagner sa vie, un principe il faut gagner sa vie, mais je sens vraiment que la jeunesse ne veut pas perdre sa vie à la gagner, quoi. C'est vraiment ça la formule. Et c'est à eux que j'ai envie de m'adresser, c'est pour eux que je fais le film, c'est aussi pour les femmes de mon âge qui ont donné tout ce qu'elles avaient à leur famille, à leurs enfants, et puis qui tout à coup ont envie de se retrouver un peu bien avec elles-mêmes, parce que c'est vrai qu'à une époque, on se faisait lourder à 50 ans, c'était la mort. Aujourd'hui, 50, 60 ans, c'est un peu is the new 40, j'ai envie de dire. 50, 60 is the new 40. Et en fait, on a plein de choses à faire, on a plein de copines, on voyage, on truc. Même, je me rappelle quand j'entendais les gens dire je pars à l'âge de la retraite, je me disais les pauvres, ils sont à la retraite, ils sont vieux. Moi, la retraite, ce serait dans 3-4 ans. C'est vraiment tout près. Et je me dis, j'attends ça avec impatience parce que je me dis, je vais pouvoir faire encore plein de choses, je vais pouvoir glander, je vais pouvoir être payé à rien foutre. Bon, si l'État arrive à maintenir les caisses jusque-là, ce qui n'est pas du tout sûr. Mais bon, en tout cas, c'est assez intéressant de se retrouver aussi, de parler de cet âge-là. Je pensais jamais que je ferais un film sur cet âge-là, et puis finalement, c'est devenu mon âge, et j'en parle. Et c'est du coup, voilà, c'est l'histoire de cette femme qui a envie de se retrouver un peu peinarde, et qui a sa fille qui revient à la maison alors qu'elle n'avait pas du tout envie, et qui a son fils qui lui annonce qu'il va avoir un bébé, et elle n'a pas non plus envie. Et par rapport à ça, je sais que je soulève beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas-là, en fait, c'est vrai, elles ont envie d'être grand-mères, mais elles ont tellement peu soufflé entre le moment où elles étaient mères et le moment où elles doivent commencer à être grand-mères, qu'il y a comme un espèce de petit ras-le-bol où on a envie de s'occuper de soi. Surtout que maintenant, le développement personnel, les applis de bien-être, les voyages, les chamanismes, les trucs comme ça, c'est tellement à la mode que c'est vrai que s'occuper de soi a bien moins mauvaise presse qu'il y a 50 ans ou 40 ans où on pouvait te traiter d'égoïste. Aujourd'hui, c'est même bon pour soi de s'occuper de soi. Et l'idée, c'est comment on s'occupe autant de soi que des autres, comment on est heureuse de s'occuper que de soi, comment on peut quand même être dans l'attachement. Voilà, c'est toutes ces questions-là que je pose. Et c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Je vais maintenant vous dévoiler un peu cette première semaine de tournage.
Alors j'ai eu de la chance parce que c'est une semaine de 4 jours parce qu'on est tombé le jeudi de l'Ascension et du coup on a travaillé jeudi mais aujourd'hui c'est off, c'est pour ça que je peux faire un petit podcast. Et, euh, et j'ai démarré par des scènes très difficiles avec les jeunes, avec ma fille, donc je travaille avec ma fille aussi qui était déjà dans mon bébé, Thaïs, Alessandra. Et en fait, ce qui est difficile, c'est à la fois de se dire ok, je démarre l'histoire mais je suis page... C'est comme si on démarrait un bouquin à la moitié du bouquin. Et on doit essayer de deviner comment ça va être les premières pages. Alors j'ai beau les avoir écrites, quand tu dois te mettre à tourner les pages du milieu et que tu n'as pas fait ce qu'il y avait avant, bah c'est un peu difficile. On se dit, bon, elle en sera où à ce moment-là, etc. Il faut diriger des comédiens qui sont jeunes, mais qui sont excellents. Faut vérifier que tout ce que j'avais mis en place, le décor qui marche bien, etc. Alors, il m'est arrivé une petite anecdote assez marrante. Moi, j'ai visité ce décor de restaurant, parce que ça se passait dans un restaurant dans le 18e. Et quand j'ai visité, je me suis dit, mais c'est génial, on se croirait presque en studio. Il n'y avait pas une voiture, il n'y avait pas un bruit, c'était extraordinaire. Et puis, on se met à tourner en extérieur, et là, mais l'enfer. Sortie de crèche, un carrefour avec que des gens qui ont des motos bruyantes. Je sais pas, ils ont dû tous s'occuper de leur pot d'échappement. Des gens qui hurlent et évidemment les travaux qui étaient censés être finis qui ne sont pas finis. Donc un bruit sans cesse de travaux qu'on est obligé d'interrompre à chaque fois qu'on doit tourner la scène. Mais bon, c'est compliqué. Et je me dis, putain, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que j'ai visité ce décor, c'était super, et là, c'est de la merde. Eh bien, c'est simple, hein, c'était pendant les vacances. Et du coup, c'est un peu, je me suis dit, mais en fait, je me suis fait un éléphant, ça trompe énormément quand ils essayent de vendre la maison et qu'il faut attendre qu'il y ait au-dessous d'Orly et qu'ils avaient visité la maison alors qu'il y avait une grève d'avion. Ils se sont crus qu'ils avaient acheté une maison géniale et en fait, le lendemain, la maison tremble de partout parce que, pour ceux qui n'ont jamais vu le film, ça vaut vraiment le coup. Un éléphant, ça trompe énormément, de Yves Robert, voilà. Et moi, j'ai eu l'impression de vivre un éléphant, ça trompe énormément. J'avais choisi un quartier calme et en fait, c'était pendant les vacances de Pâques. Là, les gens étaient revenus, les crèches, les sorties d'école, etc. Bon, bref. Hier, pareil, je suis choisi une rue hyper calme. Je suis hyper contente de ce choix de rue. Et puis, il y avait un sans-abri qui était là et qui voulait pas bouger. On lui dit, mais monsieur, on vous promet, bougez. Il dit, non, je dois rester là, je dois rester là. On dit, mais pourquoi vous voulez rester absolument là, sur cette marche, dans cette petite rue? Il dit, parce que... c'est l'endroit où on peut mettre nos affaires pour la journée, pour les sans-abri, et où on nous donne à manger. Et c'était à partir de 19h, et moi, je devais tourner dans cette rue à partir de 19h. Et donc, il y avait tous les sans-abri du Châtelet qui allaient débouler. Donc, j'ai dû speeder ma scène. Enfin, voilà. Un tournage, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il faut gérer des trucs. Il faut gérer l'imprévu dans ce qui a été prévu depuis 2 ans. Il faut gérer tellement d'imprévus, il faut gérer une équipe, c'est-à-dire il faut être chef d'équipe, leur donner envie de travailler pour toi, être sympathique, alors que toi, tu es peut-être un peu fatigué, tu as envie qu'on t'encourage, etc. Mais en même temps, j'ai vraiment une super équipe qui m'encourage beaucoup aussi. Et c'est tout à coup, on recrée pour cette semaine une mini-société avec les chefs, les sous-chefs, avec... les trucs qui sont pas bien, les trucs qui sont bien, les trucs qui sont surprenants bien, surprenants mal. Enfin, il faut s'adapter. C'est de la super adaptabilité en permanence et en même temps tenir un script qui a été écrit depuis super longtemps et qu'il faut aussi faire. Et puis, j'ai pu retrouver Victor Belmondo hier, que j'avais pas revu depuis mon bébé, qui va jouer le fils de Sophie Marceau. J'ai pu retrouver Sophie, j'ai pu retrouver Françoise Fabian. On a tourné au Châtelet. Alors la chance, c'est qu'il n'y avait pas trop de Français, mais il y avait beaucoup de Japonais qui la prenaient beaucoup en photo parce qu'elle est très connue là-bas. Et puis, c'était ma première scène de grosse comédie, en fait, parce qu'avant, j'ai tourné un peu moins de comédie. C'était, on va dire, plus du quotidien, plus du sauté. J'aime bien me comparer à sauter, même bon, si c'est un peu... poussé par... Non, mais j'aime bien me comparer à Sauté parce que c'est vraiment mon maître en France. J'adore ces films. Surtout quand tu tournes dans un restaurant, tout de suite, tu penses à Claude Sautet. Dès que j'ai mis la caméra dehors, tout le monde m'a dit « Ah, tu fais du Claude Sautet ?» J'ai dit oui. Parce que c'est vrai, quand tu tournes dans un restaurant et que tu mets la caméra dehors, tu as l'impression d'être dans César et Rosalie ou voilà, dans ces films-là de Claude Sautet. Et ça donne une sensation quand on met la caméra dehors, qu'on fait partie de l'histoire et en même temps on peut redevenir un peu extérieur et ça donne une sensation géniale. Une sensation presque plus intime que quand on filme à l'intérieur, bizarrement. Le fait d'être voyeur au cinéma donne une sensation de privilège qu'on n'a pas forcément quand on met la caméra à l'intérieur. Et je retrouve ces sensations. Moi, j'ai pas tourné depuis 4 ans. Sophie me dit, tu te rends compte, j'ai pas tourné
depuis 4 ans. Je lui dis, bah, tu te rends compte, moi aussi, puisque mon dernier film, c'était avec toi, c'était I Love America. Et en fait, toutes les deux, on n'a pas tourné depuis 4 ans. Il s'est passé plein de choses dans nos vies. En même temps, il ne s'est pas passé non plus grand-chose. Mais on est toujours là, toujours fidèles l'une à l'autre. Et c'est vrai que dès que je suis arrivée, elle m'a dit, écoute, j'ai relu ton scénario, il est formidable. Et puis, elle m'a serré très fort dans ses bras. J'ai senti son cœur contre mon cœur et j'ai senti qu'on se donnait de l'énergie parce qu'on va vivre cette semaine et plus la promo, plus la sortie, parce que tout ça fait partie du film et on est obligé de passer par là. Donc, on sait qu'on va faire une route pendant encore 6 mois ensemble. C'est notre 4e route, notre 4e voyage, mais c'est pas pour ça que c'est pas un nouveau voyage. Et on s'est donné plein d'énergie et ça, c'était vraiment formidable. Et puis, l'autre chose qui était assez chouette aussi, c'est que on a installé une cantine place du Châtelet et que hier, le repas était très bon. C'est marrant, mais en fait, c'est très très important la cantine pour une équipe de tournage. Donc il faut vérifier ça aussi. Il ne faut pas que vérifier si les acteurs jouent bien, si le scénario est respecté, mais il faut vérifier que la nourriture est bien, que les gens sont heureux de manger là, que les gens sont heureux pendant leur heure de repos, qu'ils ont envie de te tout donner pour toi. Il faut leur donner à la fois, être un peu chef, être un peu blagueuse, être un peu gentille, être un peu ferme, être un peu... Voilà, c'est du boulot, c'est devenir chef d'entreprise après avoir été reclus sur mon scénario, seul avec ma fille, beaucoup à réfléchir à ces personnages et tout. C'est un travail presque monacal. Et puis d'un coup, je me retrouve Bernard Tapie à la tête de 200 personnes, quoi. Et puis aussi, il faut avoir une super oreille, un super œil artistique pour rien laisser passer parce que une fois que la scène est tournée, tu peux pas retourner, donc tu peux pas revenir en arrière. C'est du live à chaque fois, même si tu fais plusieurs prises, au bout d'un moment, ça s'arrête. Donc il faut être très 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 vigilant. En même temps, il faut être très dans la lune et créatif pour laisser l'inspiration arriver. Et puis après, il va falloir que j'aille vendre ma sauce en télé. Il va falloir que je sois super vendeuse, quoi. Donc c'est plein de casquettes qui tombent sur ma tête en une semaine, alors que ça fait 4 ans que j'écris, mais que j'étais plus trop confrontée au monde du travail, au monde des horaires. Donc toute mon amitié aux gens qui vont au travail tous les jours avec des horaires qui bougent pas, parce que c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de difficultés, ça m'a rendue très malheureuse en préparation, de me dire mon temps ne m'appartient plus. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très dur à vivre, je trouve, et vraiment j'admire les gens qui font ça, à part 5 semaines de congés par an, mais les gens qui travaillent tous les jours au bureau avec des horaires, qui doivent être là, etc. C'est hyper éprouvant, quoi. Je trouve ça vraiment, vraiment éprouvant. Et je trouve que le temps, c'est fait pour être perdu, quoi, pas gagné. Ma fille Thaïs, pourquoi c'est elle qui joue dans LOL ? Parce que c'était elle qui jouait dans LOL le premier. En fait, c'était elle la petite sœur qui est dans le bain avec Sophie, etc. Je me rappellerai toute ma vie quand je me suis mise à chercher des petites filles pour jouer dans LOL, pour jouer le rôle de la petite de Sophie Marceau et la sœur de Christa Terret. Elle m'a dit d'un ton comme ça, j'espère que tu ne comptes pas prendre une autre actrice que moi. Elle avait 7 ans. Bon. Je lui dis, non chérie, bien sûr que non, mais enfin je ne savais pas que tu voulais être actrice. Elle me dit, enfin maman, je te le dis depuis que j'ai 4 ans. Voilà, c'était un peu ça, elle veut être actrice depuis toujours. Et c'est vrai que du coup, je lui ai donné sa chance dans LOL, c'était un petit rôle, voilà. Je me rappelle qu'Alexandre Astier m'avait dit, j'ai rarement rencontré une actrice qui joue aussi bien. Elle changeait déjà le scénario, elle disait, je pense que ce serait mieux si on disait ça, etc. Bon, à 8 ans, elle était déjà très, très sur le coup, quoi. Bon, et là, il se trouve que j'ai écrit le film avec elle beaucoup, puisque toute la partie jeune, c'est elle qui en est l'inspiration. Puis je vais avoir Alexandre Astier qui va jouer son père, et ils vont jouer une scène là, mardi prochain, ensemble. Et Alexandre m'envoie un texto et me dit, j'espère qu'elle a toujours 8 ans. Je lui dis, mais enfin, bien sûr, Alexandre. Puis là, je lui envoie une photo d'elle, pas destroy, mais bon, une vraie jeune de 25 ans, quoi. Il me dit, mon Dieu, mais c'est pas possible. Je lui dis, mais ne t'inquiète pas. Elle a toujours 8 ans dans son âme et dans sa tête. Et puis, en même temps, on s'est envoyés comme nous. Et j'ai trouvé ça super beau qu'on se l'envoie en même temps. Et je crois qu'on va tous avoir un peu 8 ans sur ce tournage. C'est vrai que la diriger, j'ai l'habitude, puisque j'ai fait avec elle Mon bébé, une rencontre, LOL. Et que là, c'est mon 4e film avec elle. Donc, j'ai l'habitude de la diriger. En même temps, c'est la première fois qu'elle a coécrit le scénario, que je traite de son histoire, donc elle a un peu son mot à dire, un peu plus que d'habitude, qu'elle a fait 4 ans de théâtre en plus, chose qu'elle n'avait pas forcément faite avant, et que du coup elle prend ça beaucoup plus au sérieux, donc elle est un petit peu plus stressée, c'est normal, moi aussi,
Et puis je me dis, voilà, est-ce qu'on va pas encore me dire, oui, tu choisis ta fille, etc. Et puis après, je me dis, tu sais quoi, ceux qui vont me déglinguer, de toute façon, ils me déglingueront, ils me diront du mal, et je fais pas les films pour eux, je fais les films pour ceux que ça va toucher. Mais quand je vois le nombre de gens qui m'écrivent et qui me disent à quel point ils ont aimé mon bébé, je sais que je me trompe pas, et voilà. Alors, ce qui est un petit peu différent là, c'est qu'on travaille, elle a beaucoup de jours sur le tournage, et que du coup, on rentre le soir, et que c'est difficile de plus être actrice, réalisatrice, mais juste maman-bébé, quoi, maman-enfant, voilà, et que moi, j'ai envie de pas être la réalisatrice quand je rentre à la maison et que parfois je suis obligée de le faire puisqu'elle me dit j'ai pas aimé là quand on a fait cette scène, ou tu crois que la prise elle était bien, je suis obligée un peu de continuer à travailler, mais d'une manière générale on essaie quand même beaucoup de respecter le temps de l'autre et de pas être en fait c'est beaucoup plus dur à la maison que sur le tournage. Voilà. Puis sur le tournage, j'ai aussi mon autre fille Carmen, donc ça c'est aussi qui est première assistante caméra, donc qui fait le point. C'est elle qui fait que l'image va être nette et qui travaille avec le chef opérateur qui est donc pour moi comme un deuxième réalisateur qui est vraiment l'homme qui met en image mon film, l'homme qui a rêvé ce film avec moi en image. Et c'est vraiment hyper émouvant de rencontrer quelqu'un d'un point de vue artistique, de me sentir épaulée. Moi, j'ai pas l'habitude de me sentir épaulée. C'est un homme super en plus, il a fait plein de films, il a déjà travaillé avec Sophie. Il a l'assurance, en même temps, moi aussi j'ai de l'assurance, en même temps tous les deux on doute, en même temps on cherche. Et vraiment, qu'est-ce que c'est beau une relation comme ça de travail où on est l'un à côté de l'autre pour s'épauler, pour faire le mieux du monde. Et vraiment c'est ça un film, c'est on cherche des solutions pour faire le mieux du monde. Et puis j'ai cette bande de jeunes qui me portent, que j'ai fait se rencontrer le week-end avant de tourner. On est parti dans un château. Team building, on dit. Sauf que là, c'était des acteurs. On a répété le scénario ensemble. On a cherché des meilleures répliques. On a essayé d'adapter les répliques à la bouche et aux phrases de chacun, aux envies de chacun aussi, de quoi tu as envie de parler. C'est ton personnage, que tu te l'appropries. Donc en gros, on a passé vraiment 36 heures de délices à rigoler, à se connaître, etc. Ce qui fait que c'est déjà des amis avant même de démarrer le tournage. Et ça, pour moi, c'était très important. J'avais fait ça aussi pour le premier LOL. Et ça avait beaucoup fonctionné. Et là, j'ai l'impression d'avoir choisi une bande tellement homogène, des gens qui s'aiment tellement, que je trouve ça magnifique, quoi. J'ai hâte de montrer ce nouvel opus, en fait, je peux dire. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci d'avoir écouté ce podcast, merci d'être de plus en plus fidèles avec nous. N'oubliez pas de vous abonner, mettre des pouces, des étoiles, des cœurs, même si vous voulez. Et à bientôt pour de nouvelles paroles.